Et je vous laisse en compagnie de Sylvain Gamel, que vous pouvez applaudir déjà bien fort. Parce que... et je ne sais pas pourquoi je prends cette voix suave, mais je vous laisse avec Sylvain. Je suis inquiet. Donc bonjour. Vous me connaissez peut-être sur Twitter et vous avez peut-être lu mon livre. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de vous rattraper. C'est prêt là? C'est bien? C'est bien. Ok. Donc je ne vais pas plus parler de moi, c'est pas très intéressant. Et je vais plutôt vous parler de toute l'évolution d'automatisation sur les plateformes Apple, en partant d'il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui sur iOS. Donc on va faire un petit parcours historique. Alors on va déjà essayer de se mettre d'accord sur ce qu'est l'automatisation, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir une définition assez claire. Je vais vous faire un petit flashback sur ce qui s'est passé avant macOS, parce que c'était un peu la préhistoire. On va parler de l'évolution de macOS vers macOS X, de macOS X à macOS. Oui, j'ai dit X. J'ai fait exprès. Et on verra un petit peu ce qui peut se passer après. Alors, automatiser. Est-ce que ça ne serait pas déjà faire du développement? La réponse est oui, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait sur un ordinateur, c'est en général du développement. Vous faites du shell, c'est du dev. Vous faites une macro Excel, c'est du dev. Et ça tombe bien parce que tout le monde peut coder. Le développement de logiciels, c'est plutôt faire une solution à un problème. Vous allez faire une solution intégrée, et l'automatisation, c'est pas ça du tout. L'automatisation, ça va plutôt être connecter tout ça et tisser des liens entre les applis, les faire se parler entre elles. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir les piloter en mode automatique. On veut que ça se marche tout seul. On ne veut pas avoir à gérer soi-même son process. Alors, pourquoi faire de l'automatisation? Évidemment, pour ne pas se répéter. Vous avez un processus compliqué, il y a des étapes manuelles, vous ne voulez pas refaire la même chose à chaque fois. Donc c'est un bon principe de développeur, don't repeat yourself, ne vous répétez pas, et faites en sorte que ça marche tout seul, une fois pour toutes. Vous allez pouvoir partager vos process. Si vous avez un process qui est bien autonome, bien conçu, vous allez pouvoir le partager avec vos collaborateurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Ça va vous permettre de partir en vacances l'esprit tranquille. Et c'est aussi un bon moyen pour gagner en confiance en soi. Parce que vous avez un process automatique, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous n'avez pas à vous demander si le coup de fil qui va vous interrompre va casser parce que vous êtes déconcentré et vous allez vous planter. Vous lancez votre process, tout marche tout seul. À qui ça profite? Déjà, à vous. Je vous l'ai dit, vous gagnez en confiance. Donc vous allez gagner du temps et vous aurez moins de choses à faire. Vous allez pouvoir partager. Donc ça va profiter à vos collègues de travail. Vous allez leur faire bénéficier de vos process en les partageant. Et vous allez aussi partager ça avec vos utilisateurs. Vous avez certains process, vous allez pouvoir leur mettre entre les mains des outils que vous utilisez et que vous allez encapsuler dans un script automatique. Donc ça va vous libérer du temps, vous n'aurez pas à intervenir sur les postes, mais vous allez aussi peut-être aider certains utilisateurs qui ont des problèmes d'accessibilité, et donc vous leur filez un script qui va faire les choses à leur place. Alors, retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé chez Apple? Comment on en est arrivé là? Ça a commencé en 84 avec une jolie régression, le Macintosh, catastrophe. On a perdu sa bonne vieille ligne de commande DOS, et on se retrouve avec une interface graphique où l'utilisateur doit cliquer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas automatiser une interface graphique. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un devant l'écran avec sa souris et son clavier qui fait les actions manuellement. Alors, il y a une première étape qui a été initiée par Bill Atkinson avec HyperCard. Et HyperCard était couplé avec un petit langage de programmation, et ça a permis d'avoir des outils de développement entre guillemets grand public qui permettaient déjà de faire un début d'automatisation, mais ce n'était pas encore ça. Il faut rappeler que le Macintosh initial, c'était pas très multitâche. Donc automatiser des applis, c'était pas encore ça. En 93, on a eu AppleScript. AppleScript, c'est un descendant d'HyperTalk. Il a repris des principes clés sur ce langage, notamment la réaction aux événements et des choses comme ça. Et ça se veut être un langage, entre guillemets, naturel. J'en suis pas certain. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec AppleScript. Très bien. Je sais. On a fait des jolis logiciels avec. AppleScript, c'est quoi? C'est une architecture. On appelle ça OSA. Open Scripting Architecture, je crois, qui est construit sur l'échange d'événements. Donc tout est basé sur l'échange d'événements entre
composants, les applications, le script, le système. Tout le monde se parle en s'envoyant des événements, des cartes postales si vous voulez. Chaque application propose son vocabulaire, c'est-à-dire qu'elle dit quels objets elle connaît, quelles commandes elle accepte. Et comme ça, vous pouvez écrire votre script en AppleScript, qui va envoyer des événements, parler aux applications. Les applications se parlent entre elles, elles parlent au système. Tout le monde est content. Vous pouvez piloter votre système, vos applis, sans avoir d'intervention manuelle dessus. Alors, un script, ça ressemble à ça. Vous avez l'éditeur de script sur votre Mac. Vous pouvez écrire un script qui va avoir des commandes. Donc là, c'est un handler run, qui va régir un événement qui est le lancement de l'appli. Et dedans, vous avez des instructions telles qui vont envoyer des messages à une application particulière. Un script, ça vous permet de faire des choses comme celle-ci, assez simple. Donc ça, c'est un script. Vous sélectionnez un icône d'application, plutôt joli. Vous voulez le récupérer. Qu'est-ce qui va se passer? Le script, il va se lancer. Il va récupérer l'icône à partir du panneau d'info. Il va le coller dans Aperçu. Et à partir de là, il va le convertir en fichier PNG et le mettre dans votre dossier de téléchargement. Bon, c'est un script assez basique, mais ça combine un petit peu d'automatisation de l'interface et des choses comme ça. Donc à la fin, vous avez votre fichier PNG dans le dossier téléchargement, avec une notification qui vous avertit, et le script est fini. Bel exemple. Et tous ces scripts-là, vous allez les lancer à partir de l'éditeur de script. C'est pas super évident pour les utilisateurs. Donc l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un droplet. C'est une application autonome sur laquelle vous allez pouvoir simplement soit la lancer, soit déposer vos icônes de documents pour qu'ils soient traités. Ça, c'est une fonction que vous pouvez construire à partir d'AppleScript. Vous exportez votre script en une application. Vous avez aussi les scripts de dossier. Alors là, l'idée, c'est d'avoir un outil. C'est l'outil de configuration qui va permettre de dire quels sont les disques, les volumes que vous allez surveiller, les dossiers. Et à chaque dossier, vous allez pouvoir associer une liste de scripts et les déclencher quand il va se passer quelque chose. Quelque chose étant généralement, j'ai mis un fichier dans le dossier ou j'ai enlevé un fichier de dossier. Donc vous avez votre dossier sous surveillance, vous allez déposer votre fichier dedans, le script va se déclencher. Alors si c'est une image, vous allez la retailler, la mettre dans des formats différents, l'envoyer sur votre serveur, peu importe. Vous allez pouvoir automatiser des déploiements, des choses comme ça. Faites ce que vous voulez, c'est du script, vous programmez votre script. Les scripts, c'est compliqué, parce qu'il va falloir les accéder. Donc, pour y accéder, vous pouvez activer le menu de script, où là, vous retrouverez les scripts que vous avez au niveau de votre Mac, ceux que vous avez pour vous, vos scripts perso, et aussi les scripts pour l'application active. Donc, avec ce menu, vous allez pouvoir accéder à tous vos scripts. Mais pas seulement. Parce qu'il y a d'autres moyens d'accéder aux scripts. Alors, pendant qu'Apple est en train de galérer avec son vieux système et AppleScript, il y a une petite start-up qui lance en 88 un autre système alternatif qui s'appelle NextStep. Et NextStep, c'est un système Unix qui est pensé pour les universités. Donc c'est du BSD à la base. Donc ça apporte tout l'héritage Unix qui intéresse les développeurs et les administrateurs avec des scripts shell. Vous pouvez faire tourner du CSH si vous avez envie et que vous êtes un peu masochiste. Mais ça apporte aussi quelque chose qui est moyennement relié à l'automatisation, c'est la notion de service. C'est-à-dire que chaque application va pouvoir exposer au niveau du système des services qui sont utilisables par l'utilisateur. À partir de la sélection que vous avez sur la machine, lancez un service et il va vous donner un résultat, soit en remplaçant directement la sélection, soit en la mettant dans le presse-papier. Donc, par exemple, vous avez encore sur le Mac un service, vous sélectionnez un texte, vous lancez le service de résumé, vous faites un résumé du texte. Je ne conseillerais pas ça à mon fils pour ses devoirs de lycée. Et par une nuit d'hiver, en 97, Apple décide de racheter Next parce qu'il faut vraiment remplacer ce vieux macOS. Et donc NextStep va devenir le prochain système d'Apple. C'est là où ça commence à m'intéresser moi. Et on part pour un long voyage. C'est-à-dire que maintenant, Next va devoir intégrer tout l'héritage de script et d'AppleScript dans son système pour fournir quelque chose d'évolué et de moderne. Alors on a deux univers. On a d'un côté l'univers Next avec ses services et le shell, et de l'autre on a le vieux Mac avec son architecture OSA qui permet donc de faire tourner des scripts AppleScript. Donc là on est parti donc sur macOS 10 qui arrive en 2001. Et AppleScript est de la partie. Alors c'est déjà une grosse surprise,
parce que AppleScript était vraiment assez lié au Mac, et avoir porté tout l'environnement AppleScript sur la partie NextStep, c'était déjà pas mal un gros challenge. Mais on va voir qu'Apple continue à investir dans la techno et fait quelque chose de vraiment intéressant et lui donne une vraie plus-value. C'est pas seulement un background technique pour la compatibilité. Comme ça a été dit sur Twitter il n'y a pas très longtemps, AppleScript a probablement aidé à garder les clients de la PAO captifs chez Apple. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui étaient construites sur des workflows complets en AppleScript. Et AppleScript va gagner des fonctions. Il va s'intégrer avec les frameworks de développement natifs. Donc ça va être beaucoup plus facile de développer des applications scriptables. Vous allez pouvoir très facilement rajouter du script. Vous n'avez plus qu'à rajouter votre dictionnaire et implémenter les commandes. Mais globalement, il y a beaucoup moins de travail à faire. Vous allez avoir aussi une interaction avec le monde Unix. Vous allez pouvoir appeler du shell à partir d'AppleScript. Et inversement, vous avez la commande OSAScript qui vous permet d'appeler de l'AppleScript à partir des commandes Unix. C'est vraiment intéressant si vous avez besoin d'avoir une interaction entre un shell de déploiement classique et une application UI que vous voulez piloter dans votre process. Alors Apple est très généreux, il fournit même un outil de développement dédié à AppleScript. Vous avez toujours l'éditeur de script, mais vous avez aussi une version de... Alors je crois qu'à l'époque c'était encore Project Builder. Vous avez une version de Project Builder dédiée à AppleScript et qui fournit aussi un outil de développement graphique pour Interface Builder qui était dédié à des objets spécifiques AppleScript. Et avec tout ce package, on a aussi Objective-C qui permet aussi de s'interagir avec AppleScript. Donc il y a différentes versions des bridges entre les deux univers, mais on peut utiliser des objets Coco à partir d'AppleScript, Coco étant le framework de dev pour NextStep. D'autres évolutions ultérieures, c'est la modularité. Vous allez pouvoir distribuer des bibliothèques de script. Et vous avez aussi la possibilité, comme vous avez des bibliothèques, d'aller devoir les signer, ce qui est vraiment bien pour votre déploiement. Vous avez garanti que les scripts que vous déployez, les bibliothèques que vous déployez, sont signées et bien celles que vous déployez, qui viennent de vous. Alors, quelques années plus tard, 2005, il y a un nouveau venu sur la scène de l'automatisation, c'est Automator. Automator, son idée, c'est de reprendre l'idée d'Unix de base, le shell, avec sa vieille syntaxe de pipe, et de transformer ça pour les utilisateurs en créant des enchaînements d'actions. Et des actions qui vont prendre des données, les traiter, renvoyer la donnée à la suivante, et ainsi de suite. Donc c'est une architecture très simple, facile à comprendre. N'importe quel utilisateur est capable de construire un process Automator, c'est très facile. Et on retrouve là un petit peu l'idée de service qu'avait introduit NextStep, mais avec cette fois-ci une interface graphique, parce que chaque action propose sa propre interface. Ça vous permet de personnaliser l'action et éventuellement de la rendre interactive si vous en avez envie. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est que c'est à la charge de l'appli de fournir des actions. Et c'est là où Automator s'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui ont vraiment embrassé la techno. Microsoft avait fait développer des actions pour Office et puis ça a été droppé il y a quelques années, je crois. Enfin, c'est un petit peu dommage que les développeurs n'aient pas suivi le mouvement parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus abordable qu'AppleScript. Alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité de processus dans Automator? On a le processus simple, hein, c'est comme les scripts AppleScript, vous les lancez directement de l'éditeur. Vous avez les applications qui sont donc des scripts autonomes. Vous avez les actions rapides. Les actions rapides, c'est le nouveau nom qu'on donnait avant au service. Donc vous pouvez créer un service comme sur NextStep avec un processus. Là, on va voir, ça a une portée un petit peu différente maintenant. Vous avez les modules d'impression. Ça, c'est une fonction intéressante parce que vous allez pouvoir créer un process qui va s'intercaler dans le dialogue d'imprimante. Quand vous imprimez, vous avez la possibilité d'accéder à des flux d'impression. Par exemple, vous pouvez imprimer, envoyer un mail, archiver, vous faites ce que vous voulez de vos PDF. Donc ça, c'est dédié au traitement de PDF via la feuille d'impression. On retrouve les actions de dossier, toujours. On a les actions de calendrier qui sont assez buggées. C'est le moins. Et on a aussi quelque chose qui peut intéresser les photographes, c'est les modules pour transfert d'images. Cette application oubliée, perdue dans le dossier utilitaire, je crois, maintenant. C'est peut-être encore dans l'application. Enfin bref, c'est quand vous importez les photos, vous pouvez créer des modules qui vont importer ces photos, les archiver, les dupliquer là où vous voulez en 50 exemplaires.
pour sécuriser vos négatifs. Et vous pouvez aussi maintenant créer des commandes dictées. Ça, c'est quelque chose qui date de macOS classique, je crois. Ça existait déjà sur macOS 9 en tout cas. Et vous pouvez piloter votre Mac à la voix. Je ne sais pas si ça va marcher là, parce que je suis un petit peu loin. Mais si vous dites quelque chose comme Shazam, quelle heure est-il? En général, il répond. Et là, peut-être en mode présentation, ça ne marche pas. Ouais, vous n'avez pas testé en présent. Bref, vous pouvez, avec un mot-clé, déclencher un script. Et ça peut être utile dans certains contextes où vous n'avez pas forcément l'ordi à côté de vous. Automator, bon, très simple, l'éditeur à droite, bibliothèque d'action à gauche, et un script, c'est un empilement de boîtes à la verticale. Alors cette simplicité, c'est aussi un problème parce que c'est vraiment limite simpliste. Ça manque de structure de contrôle, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de test. Quelque chose qui mériterait d'évoluer et qui ne bouge pas vraiment depuis quelques années. Surtout qu'en 2007, on se retrouve avec un reboot et on a l'iPhone qui débarque. Et l'iPhone, c'est vraiment un petit peu une cata, parce qu'il n'y a aucune solution d'automatisation pour l'iPhone. C'est vraiment dédié à l'utilisateur basique. Il n'y a pas possibilité de faire des processus complexes, il n'y a pas d'outils de développement, il n'y a rien. Mais il y a aussi, du côté du Mac, d'autres évolutions. Alors, Apple, ils ont un browser, ils ont un moteur JavaScript, et ils disent, on va peut-être essayer de remplacer AppleScript par quelque chose d'un peu plus sympa, sexy. Tout le monde connaît JavaScript, tout le monde aime JavaScript. J'en ai vu au fond. Bref, l'idée c'est de pouvoir utiliser JavaScript pour remplacer littéralement AppleScript. Ça avait déjà été fait, il y avait des variantes francisées d'AppleScript. Oui. Il y a aussi eu des versions de basique en français. Hein. C'était un peu masochiste. Bref, JavaScript arrive. Alors ça offre évidemment une jolie syntaxe de programmation bien classique, objet, point, méthode. On peut faire des choses tout à fait équivalentes à ce qu'on a en AppleScript, mais avec une syntaxe un peu adaptée. Et c'est construit sur deux piliers. Donc il y a JXA qui est le moteur JavaScript pour l'automatisation et le pont avec Objective-C. Je parle d'Objective-C, je ne parle pas de Swift. Hein. On est vraiment encore assez loin. Et ces deux environnements cohabitent et construisent donc tout le process d'automatisation pour JavaScript. Alors Objective-C, c'est assez facile. Vous avez 4 objets. Objective-C qui permet d'importer des objets de Coco vers JavaScript, l'objet $, qui permet de les manipuler, et vous avez wrap et unwrap pour faire des conversions d'un objet JavaScript en Objective-C et inversement. Alors est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on voit beaucoup d'automatisation en JavaScript sur le net? Ben non, et c'est surtout une grosse déception. Et je vais l'illustrer assez facilement. Voilà quelques lignes de code qui vont afficher un dialogue. Ça n'a pas l'air très compliqué, hein. Ça affiche un dialogue avec 3 boutons, j'ai personnalisé les labels et j'ai mis un titre au dialogue. Si je prends ce code et que je le colle dans l'éditeur de script, j'obtiens ça. Donc j'ai bien mon titre, mon message, mes 3 boutons, mon bouton par défaut. Si je prends le même code, je le mets dans une action exécutée JavaScript dans Automator, alors là, on va se retrouver avec ça. Il y a comme un problème. On a perdu le titre, on a gardé le message, merci. On a perdu les boutons, il y en a un qui a disparu. On a évidemment perdu le bouton par défaut, parce que c'était le 3e, il se retrouve plus là. Et on a perdu les labels. Donc pour ce qui est de développer des solutions pérennes, portables, universelles, on n'y est pas encore. Donc la situation à ce niveau-là, on a iOS qui est donc une morne pleine. On a le Mac qui se traîne toujours OSA, brillant, avec maintenant JXA à côté, avec toujours l'univers Automator et l'univers des shells qui s'est aussi enrichi, parce que sur Mac, ils ont la bonne idée de filer quand même des scripts, des langages de programmation un petit peu modernes, donc Perl, c'est très bien, Perl, j'ai beaucoup travaillé avec, Ruby, Python, oui, aussi. Alors demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné l'an dernier? Alors, on a eu un rebranding des services. On appelle ça maintenant, je vous l'ai dit, des actions rapides.
Et les actions rapides, ça permet de créer des plugins pour notamment le Finder. Donc vous allez pouvoir activer un certain nombre de scripts pour le Finder que vous allez retrouver dans l'aperçu du Finder. Vous avez le petit bouton avec les 3 points là, pour avoir le menu avec vos listes d'actions. Vous allez aussi pouvoir mettre des processus dans votre touch bar. Parce que vous l'avez payé cette touch bar. Ça ne sert pas seulement à Touch ID. Donc l'idée, c'est de pouvoir y greffer des process. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver des boutons avec vos processus directement dans la touch bar. Si vous êtes feignant, vous ne vous souvenez pas des process, c'est un bon moyen d'avoir toujours sous la main ces process. Vous pouvez même personnaliser la touch bar de façon à retrouver tout le temps les actions rapides. Parce que si vous ne vous servez jamais de la control strip ou des touches de fonction, vous pouvez avoir uniquement les actions rapides sur votre touch bar. C'est assez pratique. Et vous avez toujours les services. Les services, n'oubliez pas, ils sont là, ils sont cachés dans les réglages du clavier, mais ils sont là et vous pouvez leur associer un raccourci clavier. Donc si vous avez un process que vous lancez régulièrement qui est vraiment indispensable, vous pouvez, lui, il est là-dedans, vous pouvez lui associer un raccourci clavier. Alors c'est pas super intuitif, la gestion des raccourcis clavier, moi j'ai mis longtemps à comprendre quand je suis arrivé sur Mac. Il faut cliquer là où il y a marqué aucun et taper la touche qui correspond au raccourci. Ça m'a mis du temps. Mais bref, vous pouvez déclencher des process directement avec quelques touches ou dans le menu service qui est dans le menu application ou qui est en menu contextuel dans le Finder notamment. Et iOS. Et iOS dans cette histoire. Alors, il y a un développeur c'est le développeur de Draft, Greg Pierce, qui a développé un hack. On est loin d'une solution pérenne, mais c'est un hack qui marche. C'est Xcallback URL. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette terminologie sur iOS et ailleurs. C'est l'idée que chaque application est déjà de base capable d'ouvrir non seulement des documents, mais aussi une URL. Et quand je dis URL, c'est pas seulement HTTPS, mais c'est aussi des URL perso. Vous avez des URL pour OmniFocus avec je crois que c'est OmniFocus 2 points, et puis la commande que vous voulez derrière. Donc, avec ça, vous avez moyen d'aller interroger une appli, de lui passer une URL que l'application va rappeler, et vous avez le moyen de faire un aller-retour entre applications. Donc c'est déjà un premier pas vers un échange entre applis. On a aussi Pythonista qui est arrivé, qui permet de développer en Python sur iOS. Alors, je vous conseille plutôt ça sur iPad. Mais c'est un environnement complet avec un éditeur d'interface graphique qui intègre des bibliothèques standard Python et qui aussi s'intègre avec le kit de dev iOS. Donc vous avez un accès au carnet d'adresses, à la géoloc, à la couche graphique. Vous pouvez faire des petits jeux. Dans les exemples, je crois qu'il y a un casse-brique. Et il y a une petite boîte qui a sorti un logiciel qui s'appelait Workflow. Alors eux, ils ont été assez malins. Ils ont repris Automator et ils l'ont porté sur iOS, mais ils l'ont fait mieux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des structures de contrôle. Alors évidemment, ce n'était pas Apple, donc ils étaient un peu limités, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient au niveau de l'intégration, mais il y a un début. Et il y a JavaScript qui est jamais loin, hein. JavaScript est toujours là. Donc il y a Omni qui a embauché Sal Soghoian qui s'était un peu fait mettre à la porte de chez Apple. Et ils ont développé une solution cross-platform Mac et iOS pour piloter leurs applis. Mais alors, même si la solution est entre guillemets ouverte, c'est quand même plutôt centré sur leurs applis aujourd'hui. Et depuis l'an dernier, il y a Scriptable, qui est aussi un environnement similaire à Pythonista, sans interface graphique, mais qui permet d'éditer des programmes en JavaScript. Et franchement, c'est bien foutu, j'aime beaucoup ce truc. Et par contre, en 2018, ils ont aussi annoncé un rebranding de Workflow, puisque Apple a eu la bonne idée de les racheter. Et ils ont appelé ça Raccourci. Alors on est dans la confusion la plus totale, on a une application qui s'appelle Raccourci. Vous allez pouvoir créer des objets raccourcis. Et ça utilise des raccourcis Siri. Si vous vous y retrouvez, quand vous devez parler de ça, c'est compliqué. Mais bref, Siri et raccourcis se fiancent, parce que c'est Siri qui va fournir les actions, là où Automator, c'était les applications qui fournissaient les actions à Automator. Bah là, c'est Siri via les applications qui va faire l'intermédiaire. Donc chaque application qui fournit des raccourcis Siri va aussi pouvoir s'intégrer dans l'application raccourci.
Bref, on a un environnement qui commence un peu à ressembler à quelque chose avec lequel on peut faire des trucs vraiment bien, mais pas sur un iPhone. Donc faites vos scripts sur iPad, et après, vous les aurez sur votre iPhone pour les faire tourner. Alors, on en est où? Alors, on a toujours le Mac, avec toujours OSA, toujours Automator, toujours le Shell. Et de l'autre côté, on a iOS qui commence à faire des trucs, puisqu'il a raccourci, il a Siri, il y a les raccourcis Siri qui sont là. Et donc tout ça semble toujours un peu disjoint et toujours un peu séparé. Alors demain. Alors aujourd'hui, on a ces deux univers bien distincts, Siri au milieu. Apple a déjà annoncé qu'on allait pouvoir porter les applications iOS sur Mac, avec Marzipan. Et la rumeur veut que Raccourci, l'application, arrive dans quelques semaines sur Mac. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, il y a de fortes chances que le paysage y ressemble plus à ça. On aura le Mac, Automator va probablement vivre une petite retraite dorée, et on a iOS qui est aussi avec Siri et Raccourci, probablement sur les deux plateformes, et on peut espérer que s'ils font les choses comme il faut, les actions Automator qui existent aujourd'hui seront utilisables dans le Raccourci, au moins sur Mac. Il n'y a pas de raison technique pour que ça ne soit pas possible. Je parle d'Apple, mais je suis optimiste, je suis plein d'espoir. Je vois mal pourquoi ils auraient remis un coup de vapeur sur Automator l'an dernier pour dire cette année, foutez tout à la poubelle. Mais que c'est rare. Bref, on en est là, et rendez-vous après la WWDC pour en parler. Merci.